Est-ce que ça n'a pas été trop long ? Trop long, pas forcément parce qu'on était bien occupés avec l'organisation des élections. Vous voyez de quoi je parle du coup. C'est de la période de réserve de la préfecture, réserve électorale, puisqu'il y avait les élections présidentielles, puis les élections législatives, et Madame la préfète, vous ne pouviez pas sortir et vous ne pouviez pas communiquer. Alors, je ne pouvais pas faire de sorties médiatisées, donc j'en ai fait quand même quelques-unes pour aller, et notamment je pense aux agriculteurs à qui j'ai rendu visite avec la présidente de la Chambre d'agriculture. Et puis après, on a quand même beaucoup travaillé, on a pu réunir un certain nombre de personnes sur des thématiques qui étaient importantes. Donc oui, c'était différent. Et puis moi qui aime bien sortir, vous le savez, j'étais un peu dans les quatre murs de la préfecture. Et je suis ravie de pouvoir de nouveau aller à la rencontre des élus, des Gardoises et des Gardois. Mais pendant cette réserve électorale, ce que vous nous dites, c'est que l'action de la préfecture, elle ne s'arrête pas, mais est-ce qu'elle ne tourne pas quand même au ralenti ? C'est pas compliqué ? Ça ne tourne pas au ralenti, ça tourne différemment. C'est-à-dire qu'on ne va plus à d'inauguration, on ne prend plus la parole en public, mais on participe aux cérémonies patriotiques, et aux différentes cérémonies. Et puis on a quand même, et y compris d'ailleurs quand on n'est pas en réserve électorale, une série de rencontres, de dossiers à travailler avec des élus, avec nos collaborateurs. Donc ça n'a pas d'impact véritablement sur votre travail, c'est ce que vous dites ? Ça n'a pas d'impact sur le travail, ça a de l'impact sur mes sorties extérieures. Les sujets, Abdelhadi, sont nombreux en cette période. Même si on ne va pas vous demander votre avis sur les élections législatives, on voulait toutefois savoir si l'élection de 4 députés RN sur 6 dans le Gard, ça changeait quelque chose pour vous ? L'élection de 6 députés, ça change quelque chose. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça vous change ? Tout simplement parce qu'on a... Vous ne les connaissez pas forcément ? Je ne les connais pas forcément, donc quel que soit leur profil politique, ce sont de nouveaux députés, à part M. Bertha. Donc effectivement, il y a tout un travail... Le seul rescapé de la majorité. Il y a tout un travail à faire pour faire connaissance. Après, moi, je ne commande pas le choix des électeurs. On est en démocratie, ils ont choisi. Je me félicite... Et je remercie également tous les maires et tous les bénévoles qui ont tenu les bureaux de vote de la bonne organisation de ces élections. Et c'est surtout à eux que j'ai envie de penser. Vous avez constaté qu'il y avait de moins en moins d'assesseurs, ou du moins que c'était plus difficile d'en trouver pour faire vivre la démocratie ? Alors, des retours que l'on a des maires, oui, c'est plus difficile, mais je dirais que c'est un peu à l'image de la difficulté plus grande qu'on a de trouver des bénévoles. Bref, l'implication dans la vie collective est peut-être plus compliqué. Est-ce que c'est une des conséquences de la crise sanitaire et notamment des confinements, ou est-ce que la crise sanitaire a accéléré ce processus ? Ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est un sujet de fond qu'il faudra regarder parce que beaucoup d'activités, alors celle-ci évidemment démocratique, mais la vie des associations, mais toutes celles et ceux qui sont bénévoles et puis qui participent à la vie collective et au bien-être collectif, rencontrent des difficultés pour recruter des bénévoles, oui. D'accord. Il y a un autre phénomène de fond, c'est l'abstention. Moins d'un électeur sur 2 s'est déplacé pour ces élections législatives. Quel regard vous portez, surtout quelle réponse on peut apporter pour que les gens puissent s'exprimer lors des élections et que la démocratie puisse vivre ? Je pense que dans les différents reportages que l'on a vus, beaucoup de gens se sont exprimés, soit parce qu'ils pensent que l'élection ne changera pas leur vie quotidienne, soit parce que les candidats qui sont présents au deuxième tour ne correspondent pas à leurs idées. Moi, ce que j'ai noté aussi d'une façon très forte, c'est quand même le nombre important, notamment au deuxième tour des élections législatives, de personnes qui se sont déplacées et qui ont voté blanc. Oui, c'est quand même pratiquement 20 000 électeurs. Ce qui est énorme par rapport au premier tour. Et ce qui est énorme par rapport au premier tour. Donc, qu'ont voulu dire ces électeurs ? Je pense que c'est aussi quelque chose d'intéressant. En tout cas, c'est un phénomène que moi, j'avais peu observé lors d'élections précédentes. D'accord. Allez Coralie, on va parler à présent de la sécurité routière. Je vous laisse poser quelques questions à Madame la préfète. On a constaté une hausse de la mortalité en 2022 dans le Gard. En 2019, sur le premier trimestre, on avait 10 morts, idem en 2020, 8 seulement en 2021. Alors c'est toujours trop effectivement, mais c'est vrai qu'on a constaté une progression en 2022. À ce jour, 34 tués. Comment on l'explique ? Essentiellement par les fautes de comportement. L'analyse qui a été faite de chacun des accidents montre que ce n'était pas une fatalité. Oui, c'est-à-dire c'est un excès de vitesse, de la drogue. C'est de la vitesse non appropriée par rapport à la situation de la route. C'est des personnes qui étaient effectivement qui avaient bu ou qui avaient pris de l'alcool. C'est un dépassement dangereux dans un virage. Voilà. En fait, aucun accident n'était fortuit. La difficulté qu'on a, c'est que le comportement individuel
que l'on prend quand on prend le volant. Si vous n'avez pas un effet immédiat, et tant mieux, vous ne faites pas le lien entre une faute de conduite ou de comportement et l'accident potentiel que vous pouvez avoir. Oui. Donc nous, l'analyse que l'on fait, c'est qu'effectivement, ces 34 morts auraient pu être évitées si les règles du code de la route étaient respectées. Non, je ne téléphone pas quand je suis au volant. Non, quand j'ai pas de visibilité, je double pas. Non, si j'ai une super voiture qui va très vite, quand la vitesse est limitée à 30, je roule à 30. Enfin, voilà, je crois que c'est beaucoup de choses comme ça. Et ce qu'on a voulu faire avec ces silhouettes qui sont sur les murs actuellement, voilà, sur les murs de la préfecture. On va le voir effectivement en image. C'est de dire, ce ne sont pas que des statistiques. Ce sont des personnes, ce sont des vies qui ont été brisées. On a du mal à l'imaginer quand on voit ces chiffres. Et on a du mal à l'imaginer. Et des familles surtout. C'est des familles dans la douleur. C'est plus de 200 blessés. C'est-à-dire des personnes qui, pour certaines, ne remarcheront jamais. Ont leur vie qui a été complètement changée par cet accident Oui, parce de voiture. qu'au-delà de ces morts, il y a également une recrudescence sur les accidents, sur les blessés de la route. Oui, est-ce que par votre présence sur d'autres territoires en tant que préfète, est-ce que vous considérez que dans le Gard, les Gardois ont peut-être un comportement plus dangereux qu'ailleurs ? Je ne sais pas si c'est un comportement plus dangereux. Moi, ce qu'on m'a signalé, c'est qu'il était un temps où il y avait pratiquement 70 morts par semaine, par an. Mais c'était dans les années 70-80 où les véhicules étaient techniquement beaucoup moins performants, où il y avait moins cette prise de conscience. Mais aujourd'hui, dans le Gard, à l'heure où nous parlons, c'est 34 morts et 6 au mois de juin. Je veux dire, le dernier accident était terrible quand même. Mais là, vous lancez un peu un message d'alerte et de prise de conscience aux Gardois. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire ? Parce qu'une exposition, c'est bien, mais peut-être que ça ne suffit pas. Alors, on a multiplié d'une façon très conséquente le nombre de contrôles sur les routes. On n'en a jamais autant fait, on n'a jamais autant retiré de permis. Et force est de constater que ça ne fonctionne pas. Alors il faut le faire et on le fera et on est en train de travailler sur de nouvelles modalités, de nouvelles actions. Mais ce qu'il faut, c'est que quand j'ouvre ma portière pour prendre ma voiture, j'ai dans mes mains un engin qui peut causer la mort à quelqu'un d'autre. C'est de l'éducation finalement. C'est de l'éducation, c'est de l'attention, c'est qu'est-ce que c'est 5 minutes de retard si ça coûte une vie. Et après, on ne peut plus rattraper les choses. Ou effectivement, malheureusement, on a perdu la vie et on laisse sa famille dans le deuil, ou on a causé cet accident-là et on le porte avec soi toute sa vie durant. On se rappelle d'une initiative qui avait été prise, les arènes de la sécurité routière. Alors, c'était avant le Covid. Est-ce que c'est une initiative à destination des plus jeunes, des collégiens, des lycéens ? Parce que est-ce que c'est pas auprès de ce public-là aussi qu'il faut porter le maximum de messages en matière de prévention ? Alors, beaucoup d'actions sont faites dans les établissements scolaires et je voudrais souligner le rôle important de nos inspecteurs de sécurité routière qui sont des bénévoles, pour lesquels on a aussi du mal à trouver des remplaçants, mais qui croient beaucoup à ce qu'ils font, parce que souvent ils l'ont vécu, ce problème-là. Donc ils sont des témoins. Mais oui, on veut s'appuyer, et il faut continuer à s'appuyer sur les jeunes, parce que je pense que les enfants dans les voitures sont des bons rappels à l'ordre pour les parents. Oui, c'est vrai. C'est comme le tri, d'ailleurs. Allez, on passe, Coralie, à un autre sujet. On va parler de canicule, de sécheresse et de feux de forêt. On l'a vu ces derniers jours, les Gardois et les Français ont chaud. Ça a des conséquences forcément sur la sécheresse. La situation, elle est tendue. Et vous avez réuni le comité sécheresse il y a quelques jours pour faire le point sur la situation hydraulique du département. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Donc moi, je l'ai réuni 2 fois, le comité sécheresse, donc à des rythmes relativement rapprochés, parce que la situation se dégrade très très vite. On a à peu près 1 mois et demi d'avance sur les années antérieures. C'est-à-dire que la situation qu'on a observée au milieu du mois de juin, c'est celle qu'on observe à les mi-juillet, fin juillet. Donc on a cette avance, ce qui veut dire que nous sommes dans une situation, et ce n'est pas les quelques pluies qui sont tombées là, qui sont de nature à redresser les situations des nappes phréatiques qui, je le rappelle, étaient déjà relativement basses lorsqu'on est rentré dans cette période chaude. Donc oui, il faut que collectivement, nous fassions attention à nos consommations d'eau. Et quand je dis nous, c'est certes les particuliers, c'est les agriculteurs, et puis ce sont les entreprises. Il y a de gros efforts qui sont faits, je crois qu'il faut le souligner de part et d'autre, mais on se fait un petit peu rattraper
par l'évolution climatique. Quand on entend les personnes de Météo France qui participent à ce comité sécheresse, ils sont très inquiets. Enfin, je veux dire, nous, on a eu une projection, parce que j'ai aussi présidé un comité lutte contre la chaleur. En 2050, l'épisode de chaleur de 2003 nous paraîtra très anecdotique. 2050, c'est bientôt. 15 000 personnes qui étaient décédées. Juste pour aller au bout de ce raisonnement, si aucune mesure n'était prise en matière de lutte contre la sécheresse, qu'est-ce qui se passerait ? Il n'y en aurait plus d'eau. Parce que les nappes phréatiques seraient vides, c'est ce que vous dites. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut à la fois, et c'est pour ça que j'ai installé à mon arrivée un comité départemental de l'eau, il y a ces constats à ces périodes, des constats qui sont récurrents, mais comment est-ce qu'effectivement on essaye de toujours mieux travailler pour optimiser l'utilisation de l'eau ? D'accord. C'est important, c'est-à-dire que c'est pas de dire que l'agriculture ne doit plus arroser, mais moi j'ai été sur des propriétés viticoles où vous avez le système d'irrigation qui est au goutte à goutte, qui est plié en fonction des besoins de la plante, etc. Vous avez des entreprises qui font de très gros efforts sur leur système de consommation d'eau. Il y a une nécessité d'adaptation aujourd'hui dans le Gard. Et il faut continuer à s'adapter. Et pas que les particuliers, les entreprises. Les entreprises, et puis le sujet des réserves d'eau là où c'est approprié n'est pas un sujet tabou. Donc je pense qu'il faut s'adapter aux situations locales. Le Gard est très divers et les solutions ne s'appliquent pas d'une manière universelle sur tout le département, donc il faut vraiment y travailler. Alors c'est vrai que ces mesures d'investissement, ce serait peut-être sur le long terme, sur le moyen terme. En attendant, vous avez pris des mesures d'interdiction, on peut les citer, comme le remplissage des piscines privées, le lavage des voitures et des restrictions d'horaire pour l'arrosage des terrains. Alors je voudrais juste préciser que c'est selon les endroits, c'est-à-dire que c'est pas tout le Gard. C'est pas tout le Gard. Vous avez des endroits, donc notamment sur les bassins à Vidourle 16 où la situation est dramatique, on est déjà en alerte renforcée, donc ces mesures s'appliquent. Vous avez d'autres secteurs où on est en vigilance et donc on est au premier stade où le signal qu'on envoie, c'est attention à votre consommation. On parle beaucoup du changement climatique, on parle beaucoup des conséquences, notamment des conséquences économiques. Comment faire prendre conscience à la population du danger qui nous guette ? Parce qu'on sait pertinemment que l'été qui s'annonce dans le Gard sera un été chaud et sec. Je pense que la population a certainement totalement conscience de ce qui se passe. Enfin, je crois qu'il ne faut pas non plus infantiliser les gens, ils ont conscience. Quand vous avez 1 mois et demi d'avance sur les sujets de canicule, vous dites que c'est effectivement important. Dans le Gard, je dirais, on a aussi cette habitude, c'est un département du sud de la France. Quand ça arrive dans le nord, c'est déjà plus compliqué. Donc je pense que cette sensibilisation, elle existe et je pense que c'est un effort collectif qui doit être fait. Moi, je n'ai pas de solution toute faite. Mais chacun a sa petite solution et les petites rivières font parfois les grands fleuves. Alors, la sécheresse, forcément, le corollaire, ça peut accentuer les feux de forêt. La semaine dernière, on a reçu le président du SDIS, le colonel Langlais. Là aussi, il a appelé les Gardois à la vigilance, notamment à ne pas faire de barbecue, à ne pas jeter de mégots de cigarettes. Est-ce que vous constatez, vous, dans le Gard, parce qu'on rappelle que vous étiez avant dans d'autres départements, est-ce que les Gardois sont un peu plus indisciplinés que les autres ou globalement, ils respectent ces interdictions ? Déjà, mais le colonel Langlais vous l'a dit, les feux de forêt, ils sont dans leur très très grande majorité liés à des imprudences. Alors, est-ce que ce sont les Gardois ou pas les Gardois ? Moi, j'ai envie de dire c'est le bon sens. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas de pluie depuis 2 mois, il est certain que c'est plutôt plus sec que quand vous sortez d'un orage. Donc, il faut continuer à avoir ce comportement parce qu'on voit bien les effets dévastateurs sur la forêt. Après, ça veut dire aussi que les mesures de prévention doivent être mises en œuvre. C'est-à-dire que les obligations légales de débroussaillement, c'est quelque chose qui existe. C'est bien mis en place par la population ? De plus en plus, mais on voit bien qu'il y a des personnes qui sont un peu réfractaires à ces obligations. Il y a pourtant des sanctions, parce qu'on peut avoir des amendes. Il y a des amendes, il y a des sanctions. Quand on fait un porté à connaissance feu de forêt pour les maires, on ne veut pas leur dire vous ne pouvez plus construire. On dit faites attention, vous avez de la forêt qui s'avance. Donc ça veut dire qu'il faut prendre en compte ce fait-là en rappelant que dans le département du Gard, la forêt continue de gagner de la superficie. D'accord. Donc, et avec parfois des forêts qui sont un peu inaccessibles. Donc il faut essayer de travailler
y compris avec les propriétaires forestiers. Moi, je prends du côté de Gagnières, parce que j'y suis allée sur ces sujets il y a quelques temps déjà, par exemple. Bah oui, il y a beaucoup de pins maritimes qui ont été plantés eu égard à l'exploitation minière. Bon, sauf que les pins maritimes, on les a toujours. Si la forêt n'est pas bien entretenue, la moindre étincelle fait que c'est une forêt qui est relativement inaccessible. Donc ça veut dire que elle va brûler. Et ça met en danger la population, et on l'a rappelé avec le colonel, ça met en danger surtout aussi les pompiers. Et ça met en danger les pompiers, ça met en danger la population. Enfin, je veux dire, le département du Gard se souvient bien de l'accident d'avion de Tracker qu'il y avait eu récemment. Donc, je pense que c'est ça la conscience, c'est une responsabilité collective. Donc, avant de... Je dirais, malheureusement, c'est le parallèle avec la sécurité routière, mais avant de poser un acte dont on pressent quand même intuitivement qu'il n'est pas tout à fait normal, est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas ? Après, je conçois que c'est très sympa d'avoir un barbecue en famille. On a le sentiment, que ce soit la sécheresse, que ce soit les feux de forêt, que ce soit l'eau, que ça va être un sujet que les collectivités, finalement, vont devoir s'emparer de ce sujet et peut-être travailler ensemble pour passer peut-être de la sensibilisation au niveau des écoles, puis aussi au niveau de l'action. Alors, on pense à la région et au conseil régional qui ont quand même un peu de moyens et qui pourraient faire pas des barrages hydrauliques, mais on l'a vu, qui pourraient mieux irriguer le territoire. On a le sentiment que les années qui vont arriver, ça va être des enjeux forts et les collectivités vont devoir coopérer. Des années probablement déterminantes. Oui, et puis je peux dire que dans le département du Gard, l'ensemble des collectivités que vous avez citées sont fortement mobilisées. Enfin, je crois qu'il faut le dire aussi. Mais quelle que soit la mobilisation d'une collectivité ou de l'État ou de l'ONF, etc., je veux dire, le point important, c'est la mobilisation de tout à chacun, tout habitant du département ou en visite dans le département. Allez, on parle du Covid. Malheureusement, on aurait préféré ne pas en parler, mais Coralie, on va être obligé d'en reparler un petit peu ce soir. On pensait en être débarrassé. Il pointe à nouveau le bout de son nez. La reprise épidémique est là, selon l'ARS, avec 36% d'augmentation des cas en une semaine en Occitanie. De nouveaux malades qui concernent tous les départements et toutes les tranches d'âge, y compris dans le Gard. D'ailleurs, 116 personnes sont actuellement hospitalisées dans notre département. Est-ce que le masque va faire prochainement son retour, notamment dans les transports publics collectifs ? Je ne sais pas. C'est le gouvernement qui doit décider, c'est ce que vous dites ? Non, je pense qu'il y a une différence quand même par rapport aux périodes que nous avons connues, même en forte augmentation. Donc je confirme, nous sommes sur un taux d'incidence qui est de pratiquement 511. Donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas connu ce taux d'incidence. On a certes des hospitalisations qui sont un peu nombreuses, mais on a 4 personnes qui sont en réanimation. Je le rappelle, dans des situations, et vous le savez mieux que moi, où les urgences sont quand même en difficulté, la grande différence, c'est qu'on a quand même la vaccination. Et donc, effectivement, je crois qu'il faut rappeler l'importance des doses de rappel pour les personnes les plus fragiles. Et puis, je dirais, quand on est une personne fragile ou quand on a envie de se protéger, le masque n'est pas interdit non plus. Vous parlez de la vaccination, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, les centres de vaccination sont fermés. Donc, est-ce que la vaccination, c'est toujours obligatoire ? Comment on doit faire pour aller se vacciner ? Parce qu'on n'y comprend plus grand-chose. La vaccination n'a jamais été obligatoire, sauf pour certaines catégories de personnes. Sinon, elle n'a jamais été obligatoire. Mais pour les plus de 60 ans, l'ARS disait hier, maintenant elle est indispensable. Voilà le terme qui a été employé hier par l'ARS. Mais ce qui n'est pas obligatoire. Non, bien sûr. Mais on a des personnes âgées, notamment, qui nous écrivent à Objectif Gard pour nous dire, mais j'essaye de joindre des centres de vaccination, il n'y en a plus dans le Gard. Non. Est-ce que c'est la pharmacie ? Est-ce que c'est le médecin traitant ? Est-ce que c'est une infirmière libérale ? C'est la pharmacie, c'est le médecin, c'est l'infirmière qui passe à domicile. C'est un dispositif qui existait déjà. Alors, les centres de vaccination avaient été mis en place parce qu'on était face à une obligation de vacciner en masse. C'était ça, et le centre de vaccination répond à ça. Maintenant, on est sur des situations qui sont plus diffuses. Et le fait d'aller chez son pharmacien, c'est plus pratique que d'aller dans un centre de vaccination. Mais oui, les pharmaciens sont mobilisés. Je veux dire, il suffit de regarder les pharmacies de Nîmes qui ouvrent des créneaux de vaccination. Demander à son infirmière ou à son médecin traitant. On parle de fêtes votives, de Feria, rapidement, et quelques dernières questions pour terminer cette grande interview, Coralie. Voilà, le Gard, on le sait, puis vous l'avez appris depuis que vous êtes en poste, c'est un lieu de fête. La Feria de Nîmes vient de se terminer avec une belle fréquentation. Est-ce que sur le plan de la sécurité, le week-end s'est bien passé ? Le week-end s'est
plutôt bien passé grâce vraiment à la mobilisation des policiers nationaux, des policiers municipaux, de la gendarmerie, des services de sécurité privés, des pompiers. Les policiers espagnols aussi. Quelques policiers espagnols. Oui, c'est vrai. Voilà, donc je pense qu'il y a eu ce travail. Il y a eu quand même une important. psychose autour des piqûres pendant cette période. Oui, il y a eu une psycho. Enfin, il y a eu très peu de dépôts de plainte. Enfin, je le rappelle aussi, il y a une très grande différence entre le nombre de personnes indiquant être piquées, je crois que c'était une 50aine, le nombre de dépôts de plainte, il était à moins de 10 quand même. D'accord. Mais oui, je crois que ça s'est plutôt bien passé et je pense que c'était important de retrouver ces moments de fête. Enfin, moi, je me suis promenée dans les rues de Nîmes à cette occasion et c'est vrai que c'était sympathique, c'était populaire. À titre très privé agréable. ou dans le cadre de votre fonction de préfète? Alors, je suis allée, dans le cadre de ma fonction, saluer les services de sécurité le jeudi soir. Donc, j'ai fait le tour d'un petit peu tout le monde. Et à titre privé, oui, j'avais quand même le droit de sortir de la préfecture et de me promener dans les rues. Mais c'est pas compliqué. C'était le moment ou jamais, comme on Oui, dit. mais c'est pas compliqué quand on est préfète et qu'on sort comme ça à titre privé. Il n'y a pas des gens qui viennent vous voir, qui vous reconnaissent. Non, je pense que les gens sont très respectueux. Ouais. Et puis après, c'est toujours sympathique de connaître des gens et de se dire bonjour. Et puis voilà, c'est ce qui m'est arrivé aussi. Et c'était bien. Non, la fête votive. Et encore une fois, je voudrais vraiment remercier toutes celles et ceux qui y ont travaillé. Ouais. Parce que c'est un gros sujet, donc la feria. Et oui, enfin, je veux dire, on n'a pas constaté, bon, on a toujours les bagarres habituelles, les choses comme ça, mais on n'a pas constaté vraiment de grands phénomènes de délinquance. On aurait pu dire que ça faisait quand même 2 ans qu'il n'y avait pas de fête, que les gens ont quand même pas mal bu. C'était la crainte qu'on avait. Alors, il y a eu un stand de prévention aussi qui a été très fréquenté de pouvoir se tester en éthylotest. Donc ça montre aussi la prise de conscience que peuvent avoir les gens et l'engagement. Ou la crainte de se faire un peu choper parce qu'on sait qu'il y a des barrages quand même de policiers. Oui, il y a eu beaucoup de barrages, mais paradoxalement, il n'y a eu pas forcément énormément d'infractions constatées. Donc ça veut dire que peut-être, et tant mieux si c'est à partir d'un événement festif, on peut commencer à avoir cette prise de conscience. Abdel, il avait sa question coquine que je vais me charger de vous poser. Est-ce que pendant l'affaire des vendanges qui est en septembre, vous allez aller voir une corrida? Je pense que oui. Oui. Je m'y étais engagée, donc je le ferai. Je suis une femme de parole. Vous n'avez jamais vu de corrida? Non. Ouais. Et ça sera le cas probablement pour l'affaire des vendanges. Oui, parce qu'on peut ne bien parler que de ce qu'on a vu. Donc après, de ce qu'on m'a expliqué, il faut quand même être avec quelqu'un qui connaît. Eh oui, donc voilà, il faut. Nous, on a Anthony Morin à la rédaction, il se fera un plaisir de vous accompagner. Donc je sais pas, mais oui, j'irai. Une dernière question rapidement sur les fêtes votives, Coralie. Oui, alors les fêtes votives, votre prédécesseur, Monsieur Loga, avait négocié, souvenez-vous, un raccourcissement des fêtes de village en nombre de jours. Une charte avait même été signée, non sans difficulté. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde? Est-ce que vous avez la même volonté? Est-ce que vous considérez, ou alors est-ce que vous considérez que ces fêtes sont des moments indispensables à la convivialité aussi, font tourner l'économie locale? Alors d'abord, les chartes qui ont été signées n'ont pas été abrogées, donc elles existent toujours. Et je pense que c'est important. Moi, j'ai ressenti la volonté des maires que j'ai rencontrés sur ces sujets à la fois de permettre ces fêtes populaires et en même temps de trouver l'équilibre par rapport aux conséquences. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il est normal qu'on ait des interventions de la gendarmerie nationale à chaque fête votive parce qu'il y a une bagarre, il y a des risques, des risques et des rixes. Voilà, et tout est une affaire d'équilibre. Donc moi, je suis sur la même ligne que mes prédécesseurs. Et après, j'entends aussi le besoin, après 2 années où ça a été un peu compliqué, des personnes de retrouver ces moments de convivialité. Mais convivialité ne dit pas tous les excès. Mais vous allez les rencontrer? Vous avez déjà discuté avec eux? Les maires des villages? Les maires, ouais. Oui, j'en ai rencontré un certain fêtes. nombre. Après, moi, j'ai envie de dire aussi, c'est le pouvoir de police du maire. Je veux dire, moi, je me souviens l'année dernière où tout le monde pensait que j'allais interdire les fêtes votives, parce que peut-être que certains l'attendaient, je ne l'ai pas fait. Je crois que c'est aussi nous, on est là pour épauler les maires, on est là pour les aider. Là où c'est le plus important, on a des réunions avec les maires. Les gendarmes sont très présents. Après, ils ne peuvent pas être partout. Est-ce qu'il faut, dans chaque village, prévoir une brigade de gendarmerie parce qu'il y en a un certain nombre qui vont dépasser les bornes? 2-3 questions pour terminer, Madame la Préfète. Une première sur le futur stade du Nîmes Olympique. Est-ce que vous en savez plus? Est-ce que vous savez où nous en sommes à l'heure actuelle? Eh bien, actuellement, il y a toujours des discussions entre les services de l'État et le maître d'ouvrage pour la prise en compte, notamment de
ce qui concerne les risques inondations, qui à Nîmes n'est pas qu'une mince affaire. Donc, mais je l'avais dit très clairement. Je crois le président Rania Assaf espère avoir son permis de construire à la fin de l'année. Eh ben, si son dossier est bon, ça ira. Si son dossier n'est pas bon, ça n'ira pas. Mais je pense qu'il est plutôt sur la... Je pense que les discussions sont parfois compliquées entre les services et les porteurs de projets. Alors, pas forcément le président lui-même, mais... Parce qu'il y a des impératifs économiques, souvent. Oui, mais il y a aussi des impératifs de sécurité. Eh oui. Voilà. Et après... Sur une zone qui peut être inondable. Sur une zone qui est inondable. C'est pas peut être inondable, c'est une zone qui est inondable. Donc, ça veut dire qu'il y a des partis pris et la prise en compte de ces risques-là. Et c'est votre responsabilité aussi que vous portez, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, non plus. Je ne ferai pas faire n'importe quoi. Une question peut-être sur le renouvellement urbain, Coralie, et puis j'aurai une toute dernière question. On nous dit que des projets seraient peut-être à l'arrêt en raison des nouvelles normes environnementales, notamment vis-à-vis des espèces protégées. On voulait savoir si vous confirmez cette information. Dans le cadre du programme NPRU, apparemment, il y a un avis défavorable d'une commission nationale de protection de la nature sur la partie Pissevin-Val-de-Grâce. Alors, je confirme. C'est pas des nouvelles normes, c'est ce qui existait. Donc oui, il y a un avis défavorable. Nous n'avons pas compétence liée avec l'avis de la commission, parce qu'il y a quelque chose qui est fondamental quand même. C'est l'intérêt général du projet et le changement de vie de 10 000 personnes. Je pense que c'est un intérêt majeur du projet. Oui. Donc oui, il faut qu'on travaille avec l'agglomération de Nîmes pour apporter des réponses aux remarques de la commission nationale. Mais ce n'est pas bloquant. Ça ne remet pas en cause à ce stade le projet. Non. Ça ne le retarde pas non plus. Non. Parce que de toute façon, ce sont des procédures qui doivent être suivies, quel que soit le maître d'ouvrage et quel que soit le projet. C'est exactement la même chose pour le grand stade, avec le nouveau stade, avec des problématiques qui sont un peu différentes. Mais pour nous, le projet est important, leur code avance aussi, j'ai présidé un comité de pilotage, donc tout ce qui peut être fait pour changer la vie des gens des quartiers sur des procédures qui sont longues en plus, sera fait. C'est l'un des dossiers majeurs qui vous tient à cœur, parce qu'on a le sentiment que quand vous en parlez, il y a une certaine, alors pas émotion, parce que je sais que c'est difficile de voir les émotions d'un préfet et toujours droit, mais on sent que ce sujet vous tient particulièrement à cœur. Oui, parce que c'est tout simplement la vie quotidienne des gens, et peut-être que ça reboucle avec votre première question concernant l'abstention. Un dernier mot, vous avez un nouveau collaborateur qui va arriver dans quelques jours, un nouveau directeur de cabinet. C'est bien cela, qui est connu dans le Gard, puisqu'il avait déjà travaillé à la préfecture. C'est ce qu'on m'a dit. Enfin, je le savais avant. Il arrive dans quelques jours, c'est ça ? Normalement, il devrait prendre ses fonctions le 11 juillet. Ah oui, très bien. Dans quelques jours. Merci, Madame la Préfète, Merci d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir répondu à toutes les questions. Elles étaient nombreuses, on y est arrivé. Mais en tout cas, c'était un plaisir de vous retrouver, vraiment. Merci pour votre confiance, en tout cas, et merci d'avoir été là.